Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Morer, je suis journaliste pour l'ADN. Bienvenue à cette table ronde des Deauville Green Awards consacrée aux nouveaux récits dans le cinéma. Le film Don't Look Up d'Adam McKay qui met en scène deux scientifiques qui tentent en vain d'alerter l'opinion publique sur une astéroïde qui va frapper imminemment la Terre. Analogie assez flagrante avec le réchauffement climatique, a beau avoir été l'un des plus gros succès de Netflix, force est de constater que les choses n'ont pas l'air d'avoir beaucoup changé, aussi bien du côté des autorités que de l'opinion publique. Pourtant, on le sait, l'histoire le sait, le cinéma et l'audiovisuel sont un instrument majeur d'influence, d'inspiration, de prise de conscience des masses. À l'heure où les supports d'écran se multiplient, où notre temps d'attention s'effondre, le cinéma, comme l'audiovisuel, représente quant à eux une source extraordinaire d'attention, justement, de concentration et même de rêverie. Mais encore faut-il avoir envie au public de se faire influencer. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quels sont les nouveaux imaginaires que le 7e art et l'audiovisuel peuvent mobiliser pour provoquer cette prise de conscience et engendrer le fameux déclic. Pour échanger autour de cette question, 4 expertes et experts autour de moi. Valérie Martin, chef du service mobilisation citoyenne et médias au sein de l'Agence de la transition écologique, l'ADEME. Raphaël Perchet, bonjour. Directeur général d'Eco Studio, une société de production spécialisée dans les contenus à impact. Caroline de Chantrac, bonjour. Bonjour. Manager des programmes culture de Spark News, et Patrick Commois, bonjour. Bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire au développement durable et à la transition écologique au sein du secrétariat général du ministère de la Culture. Bonjour à tous les 4. Je vous propose de commencer avec vous, Valérie. Pour commencer, est-ce qu'on peut parler des enjeux du cinéma et de l'audiovisuel concernant la question de la transition écologique? Pourquoi est-ce que l'ADEME s'y intéresse? Je vais vous retourner une question pour commencer. Et si la transition écologique était tout simplement une transition culturelle? Si tel est le cas, alors l'audiovisuel, alors le cinéma, mais alors la culture en général a forcément un rôle à jouer. Et c'est ce sur quoi on est intimement persuadé qu'il faut nous appuyer sur le monde de la culture, sur le monde de la communication aussi et le monde des médias. Pourquoi ? Parce qu'ils sont responsables des imaginaires qui sont projetés sur les gens. Aujourd'hui, on est dans un monde où, dans des imaginaires qui est un imaginaire très dominant, qui est celui de la surconsommation, quelque chose de très consumériste, de très productiviste, qui vise à dire, pour être heureux, consommer toujours plus vite, souvent sans savoir pourquoi, vraiment, et pour autant vous serez heureux. À l'opposé de tout ça, on a des imaginaires qui sont beaucoup plus fermés, beaucoup plus stricts, mais qui sont très conscients des périls actuels et qui agitent des logiques souvent un peu plus de violence. On va les appeler, entre guillemets, les survivalistes. Et au milieu de tout ça, il va nous falloir collectivement faire émerger des imaginaires de la résilience et de la sobriété désirable. C'est un énorme travail parce qu'aujourd'hui, il y a 8 milliards de gens qui sont persuadés que le système actuel, on peut l'appeler comme ça, les imaginaires actuels de surconsommation, eh bien, c'est la réalité et ils ne se rendent pas compte des dévastations que ça peut engendrer en termes environnementaux et sociaux. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont très conscients, et on le voit bien dans nos rapports, notamment sur les représentations sociales du changement climatique, ou le rapport Greenflex-ADEME qu'on a sorti hier sur la consommation responsable et les Français. Mais en fait, on a beaucoup essayé de convaincre par les chiffres, par les données chiffrées. Or, les tonnes d'équivalent CO2, ça n'a jamais fait rêver personne. Et on se rend bien compte qu'il faut qu'on dépasse ce côté rationnel, parce que si la rationalité seule permettait de faire changer les comportements, ça ferait longtemps qu'on en aurait changé, non ? Et donc aujourd'hui, on a besoin de s'appuyer sur le monde de la culture, parce qu'on a besoin de travailler sur cette fibre de l'émotion, la fibre sensible, de façon à pouvoir empuissanter et à pouvoir produire des récits qui vont être encapacitants, c'est-à-dire des récits qui vont donner envie de passer à l'action.
Justement, vous parliez d'émotion. Au sein de l'ADEME, vous avez mis au point 2 études sur le storytelling à destination des scénaristes, mais aussi sur les attentes des Français en termes de transition écologique vis-à-vis des œuvres audiovisuelles. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire plus? Comment est-ce qu'on travaille ça justement pour maîtriser l'émotion? Ça fait partie des 2 travaux qu'on a mis en place, mais c'est vrai qu'on travaille aujourd'hui de façon très étroite avec, par exemple, la Fabrique des Récits, avec le Festival Atmosphère, avec la Fresque des Nouveaux Récits, etc. Mais ça, ces études, elles permettent d'apporter des choses extrêmement concrètes. Quand on a fait l'étude avec Valérie Zoïdo sur justement quel storytelling pour les enjeux actuels de la part des vis-à-vis des comment ça s'appelle des scénaristes de cinéma et de séries télévision, l'idée c'était de comprendre un peu quels étaient les besoins réels justement de ces scénaristes du cinéma et des séries télévisuelles. Donc on a essayé de comprendre pourquoi justement des fictions intégrant davantage la notion de transition écologique ne perçait pas, pourquoi ça n'émergeait pas. Et l'autre étude qu'on a fait avec Place to Be et BVA, qui s'appelle Des récits et des actes, qui est aussi accessible sur notre site, par exemple communication-responsable.adem.fr, l'idée c'était de regarder comment la culture populaire pouvait amener à la transition écologique et quel regard les gens portaient sur le sujet. Et là, ce qu'on a vu, c'est que les gens nous ont dit « Ouh là là, quand ça parle de transition écologique, bah, moi qui viens pour rechercher de la culture populaire, ça m'ennuie, c'est donneur de leçons, ça ne me convient pas. » Et donc on a essayé de creuser, qu'est-ce qu'ils attendraient? Bah, ils attendent, comme quand ils vont voir une œuvre audiovisuelle ou au cinéma, ils attendent quoi? Ils attendent de l'amour, ils attendent de l'intensité, ils attendent du suspense, ils attendent tout un tas de choses, et dans lequel ils disent et une forme de pédagogie clandestine, mais qui soit loin d'être donneuse de leçons. Et puis, plus globalement, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils le disent aussi, une œuvre culturelle, ça peut me toucher, voilà, mais quand j'ai fini de la regarder, eh bien, c'est pas pour ça que l'œuvre seule va me permettre de passer à l'action. C'est la même chose que ce qui est dit dans le rapport de Valérie Zoïdo à destination, justement, des scénaristes. Donc, il nous fallait proposer autre chose. Et il y a tout un ensemble de pistes qui sont proposées dans ces 2 rapports pour justement permettre de prolonger l'expérience et pouvoir permettre de donner des clés de passage à l'action. Ça peut être par exemple un site internet qui va poursuivre ce qui a été raconté dans le film. Je pense par exemple au film Animal, qui va nous permettre d'aller plus loin. Et ça nous permet aussi de dépasser le côté très dystopique de tout ce qu'on nous proposait avant, en règle générale, quand on parle de nos sujets, et qui nous empêche de nous projeter. Avec des œuvres qui sont entre dystopie et utopie, on a quelque chose qui, du coup, nous donne aussi envie d'aller nous renseigner, et donc de pouvoir nous donner des clés de ce passage à l'action. Vous parliez des Français, des attentes des Français. Vous les avez mis à l'ouvrage, en tout cas, vous les avez sollicités au sein de l'Assemblée citoyenne des imaginaires, c'est ça. Donc c'est un projet collaboratif qui vise à produire une œuvre à la fois divertissante et engagée. Qu'est-ce qui a abouti de ce travail? Alors, c'est un travail qui est en cours, c'est une très belle initiative. Donc, on est quelque part parti de ce travail de Valérie Zoïdo dont je parlais tout à l'heure sur le storytelling et les attentes des scénaristes. On est partenaire fondateur à ses côtés, ainsi que du collectif Atmosphère 21 et puis de la société Blue Nove. Et nous ont rejoint d'autres partenaires, TF1, le CNC, Bayard, Veolia, Engie, le ministère de la Transition. Et c'est quoi l'ambition de ce formidable projet? C'est de remettre le citoyen au centre. Pourquoi? Parce que c'est indispensable. Si on ne remet pas le citoyen au centre, s'il ne se ressaisit pas de tout ça, même pour des enjeux qui sont des enjeux forcément pour atteindre ces fameuses sobriétés, on a besoin d'avoir une dimension collective. Mais le citoyen, le fait qu'il agisse comme un aiguillon, le fait qu'il pousse les gens, eh bien, ça va pouvoir nous aider aussi à avancer. Et donc, en remettant le citoyen au centre, on lui dit, OK, quels imaginaires peux-tu nous partager qui nous montrent dans quel monde tu as envie de vivre demain?
Et donc, il y a plus de 1000 récits qui vont être créés. Il y a une journée de sensibilisation et de formation qui s'est tenue le 11 mai dernier. À partir de là, ces récits vont servir de matière à des scénaristes qui vont rentrer en résidence et qui produiront 4 synopsis d'ici la fin de l'année. Et puis, l'ambition, c'est de produire un magnifique blockbuster, ou plusieurs, en tout cas un projet multimédia audiovisuel, justement pour donner envie de voir autre chose que ce que l'on voit aujourd'hui quand on parle de transition écologique, d'avoir en gros eh bien, quelque chose qui, oui, nous donne envie, nous empuissante et nous donne envie d'agir, ne nous paralyse pas comme c'est le cas aujourd'hui, et en même temps ne soit pas bisounours, c'est pas du tout notre ambition. Et voilà. Et le fait que ça parte des citoyens, c'est extrêmement fort parce que ça permet véritablement de faire discuter, faire dialoguer, de permettre d'aller plus loin entre le monde de la culture, le monde du cinéma et la réalité, la matérialisation, parce que je pense qu'il y a aussi besoin d'un plus fort dialogue entre ces deux dimensions, une dimension plus idéale et une dimension plus matérielle. Donc, avant peut-être de parler du passage à l'action, justement, provoqué par une œuvre avec vous, Raphaël, est-ce que vous avez envie de réagir à ce que Valérie vient de dire? Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Mais évidemment, tout à fait aligné avec Valérie sur cette façon de voir les choses, et c'est ce qu'on prône, nous, dans les différents programmes qu'on mène au travers des différents acteurs de la culture, et notamment de l'audiovisuel et du cinéma au travers du guide de l'écran d'après. Je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne tout de suite, mais voilà, on en parlera après. Ok, et ben justement, donc parlons du passage à l'action avec vous, Raphaël Perchet. Donc vous êtes le directeur général d'Eco Studio, donc une société de production qui a une particularité: sensibiliser le grand public aux questions de transition écologique et sociale grâce à vos productions, mais aussi inciter au passage à l'action. C'est ça. Donc expliquez-nous comment est-ce que vous faites, comment ça se passe? Bah oui, chez Eco Studio, on a notre slogan, on va dire, c'est d'inspirer le changement et d'inciter à l'action. Et en fait, on a tous les ingrédients là-dedans. Inspirer le changement par des contenus qui soient en effet avant tout des histoires fortes, qui soient des bons films. C'est-à-dire que si on veut faire de l'impact, la condition sine qua non, c'est que un maximum de gens aillent voir le film, parce que tout le monde ne sera pas forcément réceptif au message, et si on veut qu'il y ait quand même une quantité suffisante de personnes pour créer du changement, il faut qu'il y ait déjà une bonne base au départ. Ça veut dire faire avant tout un bon film, ou une bonne série, un bon documentaire. La fiction, certaines histoires se racontent mieux avec le documentaire, d'autres histoires se racontent mieux par la fiction. Là-dessus, on est complètement agnostique. Et ensuite, ça, c'est le premier pilier, qui serait plus un pilier du coup de sensibilisation, à travers des films qui peuvent être des comédies, qui peuvent être des thrillers, qui peuvent être des documentaires, qui peuvent être du genre même, on peut tout imaginer. C'est justement vraiment utiliser les codes des récits pour sensibiliser au travers d'une histoire. Et ensuite, le deuxième pilier, c'est partir du principe que si on a réussi ce pari-là et qu'un certain nombre de personnes a vu ce contenu, parmi ces personnes-là, il y a peut-être des gens qui ont envie de passer à l'action. Et ce serait quand même dommage de les laisser sur le bord de la route et livrés à eux-mêmes sans savoir comment faire. Et donc ça, c'est ce inciter à l'action qui est dans notre devise, on va dire. Et c'est en fait créer la passerelle avec tout un écosystème qui existe déjà, qui nous précède et qui nous survivra. C'est les gens de terrain, en fait. D'une part, on a besoin de leur expertise. Nous, on sait faire des films, mais on n'est pas expert de la transition énergétique, on n'est pas expert des questions d'immigration, on n'est pas expert des questions de santé. Donc on a besoin de cette expertise-là, ce serait quand même dommage de raconter des bêtises. Et par ailleurs, on a besoin aussi de leur expertise de mobilisation, c'est-à-dire, eux travaillent sur ces questions-là depuis des années. Qu'est-ce qui, selon eux, marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas, de quoi ils ont besoin, et comment ils peuvent bénéficier du coup de projecteur qu'on donne avec un film sur un sujet sur lequel ils travaillent. Et donc, c'est ce qu'on appelle des campagnes d'impact, qui est quelque chose qui vient plutôt du milieu anglo-saxon et plutôt au départ du documentaire, mais que nous, on a envie et on élargit aussi à la fiction et qu'on introduit en France. Et on a une personne à plein temps chez nous, dont le métier est vraiment de créer cette passerelle avec les associations, avec les fondations, avec les décideurs. C'est du sur-mesure à chaque fois en fonction des projets sur lesquels on travaille. Et c'est quelque chose qui se prépare des mois à l'avance, et surtout qui va durer beaucoup plus longtemps qu'une sortie cinéma. Une sortie cinéma, c'est quelques semaines avant la sortie et c'est quelques semaines ensuite. En termes de communication, la campagne d'impact est quelque chose qui va durer sur des années,
avec des premiers objectifs intermédiaires, des objectifs plus importants si on arrive à avoir les premiers objectifs intermédiaires, et un méta-objectif à différents niveaux. On peut aller jusqu'à un objectif systémique, et on peut commencer avec des objectifs de changement de comportement individuel, et aller comme ça, chemin faisant. Est-ce que vous pouvez nous donner par exemple un exemple de passage à l'action concrètement? Qu'est-ce que ça peut donner pour une œuvre, pour un film? Eh ben, on a surtout quasi tous les films qu'on produit, on met ça en place. Le dernier en date est une série qu'on a produit, réalisée par Camille Etienne et Solal Moisan, et sur lequel on a créé un site qui s'appelle pourquoionseba.com. La série est sortie, elle est disponible sur TV5 Monde Plus depuis le 5 avril. Et sur cette série-là, on s'est associé avec un certain nombre d'associations, et on a imaginé ensemble un certain nombre d'actions. Alors, le défi est de ne pas proposer non plus 50 actions, parce que sinon, en fait, en proposant trop, finalement, personne ne fait plus rien. Donc, non, on va sélectionner ensemble lors d'ateliers où on réunit toutes ces associations et on réfléchit ensemble à quels sont les sujets sur lesquels on a envie d'avancer et quelles sont des mesures qu'on peut proposer qui soient réalistes, qui soient réalisables et qui soient réalistes à différents niveaux. Quelqu'un va voir la série, n'aura envie de rien faire, ça c'est possible aussi. Quelqu'un va voir la série, aura envie d'en savoir un petit peu plus. Donc déjà, ça peut mettre à disposition des ressources. Et ensuite, quelqu'un qui a vu la série peut avoir envie d'agir un peu, beaucoup, moyennement, en fonction de ce qu'il a envie de faire. Et donc, sur cette série-là, il y a une pétition en ligne qu'on a proposée sur le thème du transport aérien, qui aujourd'hui a été signée par plus de 55 000 personnes. Il y a, je ne vais pas faire la liste, mais j'invite le public à aller voir pourquoionseba.com. Et il y a une autre chose aussi que je voudrais mettre en avant, c'est que créer ces campagnes d'impact permet aussi une chose par rapport au film. Si l'idée c'est de faire un bon film, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la place pour l'artistique. En fait, sinon c'est un film que je vais appeler Tract, mais qui est un film qui n'a de film que le nom, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette rencontre entre l'artistique et le sens. Et si on veut créer de l'imaginaire, il faut laisser la place à cet artistique. Et pour laisser la place à cet artistique, il faut ne pas avoir comme défi de devoir tout mettre dans le film. C'est impossible sinon. Et cette campagne, avoir cette démarche globale du film qui n'est pas le point d'arrivée, mais qui est le point d'entrée par l'artistique, par l'imaginaire, et de pouvoir ensuite continuer, poursuivre avec la campagne d'impact, qui est le moment où on concentre et on essaie de transformer l'émotion en action, permet de ne pas avoir à tout mettre dans le film, de pouvoir faire une franche comédie sur un sujet sérieux, de pouvoir faire un thriller où on est agrippé à notre siège sur un sujet sérieux, et ensuite de rassembler toutes les ressources, toutes les mesures pour aller vers l'action dans la campagne d'impact. Justement, alors pour éviter de faire un film tract, comme vous dites, vous qui êtes producteur, vous accompagnez donc les scénaristes, les réalisateurs sur les projets, sur les œuvres. Est-ce qu'il y a des codes, des règles à suivre, une espèce de recette pour justement que la sensibilisation avant l'action passe, en tout cas auprès du public? Qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, en tant que producteur? Faire un bon film. Vraiment, c'est ça la recette. C'est-à-dire avoir cet espace possible pour ne pas raisonner. C'est-à-dire qu'on fait un film là-dessus, on se responsabilise. Mais la responsabilité peut passer par la liberté ou peut passer par la contrainte. Si elle passe par la contrainte, c'est-à-dire, ok, j'ai la possibilité de faire un film, il faut que je mette tout dedans, c'est impossible, en fait, ça tue la créativité. Donc non, c'est la possibilité, en fait, c'est faire un bon film, ça passe par la liberté. Et donc, ça veut dire, c'est les recettes des films qui deviennent des bons films, c'est-à-dire une histoire qui soit singulière, qui soit intéressante, qui soit prenante, des personnages forts, des quêtes intéressantes, des quêtes dans lesquelles les spectateurs peuvent se reconnaître. Et puis, pour moi, ça n'est pas autre chose que pour un film plus classique, en fait. Simplement, oui, évidemment, il y aura un autre personnage, on va dire, dans ce film qui est le sujet et qui va prendre la place qu'on lui donne. Et selon certains films à impact ou d'autres, eh bien, ce sera une place qui est plus en arrière-plan ou plus en premier plan. Tout le monde n'y verra pas tout ce qu'on a voulu mettre, c'est pas grave. Encore une fois, derrière cette campagne d'impact sera là pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Une complémentarité nécessaire. Concernant le financement des projets qui abordent en tout cas la question de la transition écologique, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de faire financer des œuvres audiovisuelles avec un message fort, engagé pour la transition écologique? Oui et non.
encore une fois, si on a un bon film, on arrivera à mieux le faire financer. Il y a pas de, on ne se place pas à côté du marché ou dans une démarche plus singulière qu'un autre producteur. Alors oui, ça peut être des sujets qui peuvent faire un peu plus peur, d'autant plus que le secteur a quand même traversé une certaine tempête dernièrement. Néanmoins, on se rend compte que parmi les diffuseurs, en fait, ce qui se passe dans la société se retranscrit au niveau des financiers, c'est-à-dire que cette responsabilisation qu'on observe cette prise de conscience qu'on observe dans la société, eh bien, se retrouve évidemment au niveau des décisions de chacun, au niveau du financement. Ensuite, nous, on a toujours si on veut créer de l'action, il faut donner de l'espoir aussi. C'est-à-dire qu'il faut créer de l'indignation, il faut créer de l'émotion, il faut créer de l'émerveillement, mais il faut aller vers quelque chose. Et si on réussit à faire ça, quelque part, ça veut dire que oui, le sujet est sérieux et important, néanmoins, on est du côté du verre qui peut se remplir un peu plus que du verre qui va se vider et on va tous se coucher. Et ça, c'est quelque chose qui fait que les histoires inspirantes font moins peur que les histoires qui plombent complètement. Et c'est quelque chose qui est pour nous important d'aller plutôt de ce côté du verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et pour conclure là-dessus, ce qui change néanmoins pour nous par rapport à un film qui serait sur un sujet moins sérieux, on va dire, c'est qu'il y a d'autres biais de financement qui existent, qui est le biais des fondations. Il y a des mécènes, il y a des fondations, il y a des associations qui travaillent là-dessus et qui peuvent avoir envie de mettre aussi du financement dans ce genre de film parce qu'elles ont conscience que ça va être une plateforme dont elles pourront bénéficier ensuite pour avancer plus fort et de manière plus éclairée et plus mise en avant sur leur sujet. Caroline de Chantrac, vous travaillez chez Spark News et chez Spark News, vous avez initié le mouvement L'écran d'après, suite à une interrogation que vous êtes posée en rentrant des Deauville Green Awards, justement. Pourquoi est-ce que les enjeux RSE ne sont pas plus présents dans les fictions ou les documentaires? C'est la question que vous êtes posée. Et cela aboutit à la création d'un guide pour les professionnels de l'écriture, de la réalisation, mais aussi de la production. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Expliquez-nous de quoi s'agit-il? Oui. Alors le constat, c'était pourquoi ces enjeux sont traités que par le documentaire, justement, et comment on peut faire pour les porter par le prisme de la fiction. Et c'est effectivement une discussion qu'on a eue, on a animé une table ronde d'ici il y a 2 ans, et on parlait beaucoup des documentaires, et on s'est vraiment interrogé sur pourquoi est-ce que les producteurs aujourd'hui les producteurs de fiction ne vont pas sur ces enjeux, alors que le public n'est pas forcément le même entre le public de documentaire et le public des fictions. Et on sait aujourd'hui qu'une fiction peut toucher encore plus de personnes et a un impact potentiellement plus fort. Et donc, il y avait cette question d'être vers le populaire, la culture populaire, et donc de pouvoir inscrire ces enjeux dans tous les films, tous les types de films, tous les sujets, tous les formats. Et donc, on a initié effectivement ce mouvement L'écran d'après fin 2021, avec cette question en tête, de vouloir comprendre déjà. Donc on a vraiment pris le temps d'échanger avec les professionnels à la fois côté télé et côté cinéma, comprendre comment ces enjeux étaient traités, quels étaient les process qui existaient ou pas encore au sein de leurs équipes, quelles étaient leurs interrogations, quels étaient les freins qu'ils avaient identifiés. On a organisé d'abord un premier événement en mars l'année dernière, qui a été un vrai succès, avec plus de 170 professionnels du secteur issus des plus grandes boîtes qui étaient là. Et de là, on a eu envie de passer à l'action justement tous ensemble, puisqu'on arrivait au même constat qui était il y a une envie, il y a une prise de conscience aujourd'hui, mais les équipes ne sont pas suffisamment accompagnées et elles n'ont pas d'outils. Et il n'existait pas notamment d'outils pour avancer à la fois sur les enjeux sociaux et sur les enjeux environnementaux qui étaient trop souvent traités comme 2 sujets à part. Et donc ensemble, on a donc initié cette démarche de co-construction à laquelle ont participé notamment Raphaël et Valérie, mais aussi toutes les boîtes du secteur, TF1, France Télé, Media One, Canal, Pathé, etc. Et déjà, la démarche était assez inédite, de rassembler toutes ces bonnes volontés de sociétés qui sont habituellement concurrentes et qui, là, ont eu envie de travailler ensemble
pour faire évoluer d'une seule voie leur secteur. Et donc, on a travaillé ensemble au travers d'ateliers pour identifier la meilleure façon de les aider, de les accompagner et d'identifier aussi les thématiques qu'on pouvait porter pour, comme le disait très bien Valérie Raphaël, pouvoir intégrer ces enjeux dans n'importe quel type de scénario et pas uniquement s'adresser aux films qu'on dirait plus sociaux ou plus environnementaux. De ces ateliers de co-construction suivis d'une phase de test est né un outil qui s'appelle donc le guide de l'écran d'après, qui a été publié en open source au mois de décembre l'année dernière, qui est aujourd'hui soutenu par le CNC, par le ministère de la Culture, entre autres, et qui a déjà été intégré dans les chartes d'éco-responsabilité de Media One, de Newen, de Canal+, notamment. Et cet outil, il prend la forme d'une grille de questionnement et d'un centre de ressources. Tout est accessible en open source sur le site l'écrandaprès.com. Là aussi, c'était cette volonté de travailler ensemble et de mettre à disposition de tous un outil que chacun peut utiliser dans son quotidien. Et on a finalement décidé de sortir 3 versions de cette grille de questionnement parce que chaque corps de métier peut agir à son échelle, l'important étant que ce soit fait dans une démarche qui soit collective. Les auteurs ne peuvent rien faire sans les producteurs, qui ne peuvent rien faire sans les diffuseurs. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui ces 3 versions-là, écriture, production, réalisation et diffusion. Et on trouve dans ces grilles de questionnement une liste de questions, notamment sur le récit. Donc il y a 3 grandes thématiques du récit qui sont adressées. Le profil des personnages, où on va évidemment s'interroger là aussi de façon très ouverte sur les questions de parité, de diversité, d'inclusion, sur les stéréotypes qui peuvent être associés aussi aux personnages. L'idée, c'est pas de se dire il ne faut pas de ce type de personnage, ou il faut au contraire des quotas. C'est plus de se demander si les caractéristiques des personnages qu'on a choisis ont une vraie valeur ajoutée pour l'histoire, ou si potentiellement il y a des petits curseurs qui pourraient être ajustés pour qu'on soit vers une représentation d'une société plus diverse et plus inclusive. Et c'est le même type de questions qu'on pose sur la quête des personnages. Qu'est-ce qui va les mettre en mouvement? Après quoi ils courent finalement? Est-ce qu'ils ont aussi une certaine conscience des enjeux sociaux et environnementaux? Et si oui, comment est-ce que cette conscience va s'incarner dans leur propre comportement? Et la dernière catégorie de questions sur le récit porte sur le modèle de société qu'on met à l'écran. Comment est-ce qu'on va représenter notamment la consommation? Quels accessoires on va mettre à l'écran? Est-ce qu'on pourrait choisir potentiellement des accessoires qui ont un moindre impact environnemental? Quelle est la place de la nature? Quelles sont les interactions entre le personnage et la nature, etc. Et à ces questions sur le récit s'ajoutent quelques questions pour les producteurs sur le côté éco-production, qu'on a travaillé avec EcoProd et Sequoia, qui sont les spécialistes de ces questions, et sur la campagne d'impact, avec laquelle nous avons particulièrement travaillé avec EcoStudio, pour justement faire en sorte qu'on passe du film à la réalité par la suite. Et donc aujourd'hui, cet outil il existe en français. On l'a aussi traduit en anglais et on a lancé la version internationale au Festival de Cannes il y a 3 semaines parce qu'il répond à une vraie demande, à un vrai besoin. Et donc, il est désormais diffusé au niveau européen et international à un maximum de réseaux. Est-ce qu'il y a des premières œuvres, en tout cas en préparation, qui sont en train d'utiliser votre guide? Est-ce que vous le savez? Pas encore, parce que l'outil est sorti il y a moins de 6 mois et que, comme le disait Raphaël, les temps de production côté cinéma sont très longs. Par contre, effectivement, le fait de voir des grands groupes qui demandent à leurs équipes de travailler avec, on anime, nous, d'ores et déjà des ateliers aussi auprès des équipes pour leur présenter, et on voit déjà les questionnements que ça fait naître, les prises de conscience aussi, parce que certains arrivent en disant oui, on sait. On fait déjà attention à ça, ça, ça. Et puis finalement, quand on étudie la grille de questionnement avec eux, ils se rendent compte qu'il y a des biais qui persistent dans leur création. C'est absolument pas grave. Mais par contre, ça leur donne des envies nouvelles pour la suite. Et c'est ça qui est super intéressant. Et donc, il faudra probablement 2-3 ans pour voir des productions qui auront été travaillées avec ce guide. Ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est que ça ne tue pas la créativité. Et c'est souvent une remarque que l'on nous fait. Ah là là, vous allez tuer notre créativité. Or, la démarche de l'écran d'après, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit on n'attend pas quelque chose de parfait, c'est pas une méthode qu'il faut suivre et il faut cocher des cases.
C'est vraiment de co-construire, de vous poser les bonnes questions, de vous interroger à chaque fois. Et c'est ça la force de la méthodologie et aussi du fait d'avoir pu co-construire. Mais cette notion de créativité, je pense que c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important pour pouvoir rassurer l'ensemble des acteurs du cinéma, de l'audiovisuel, qui peuvent parfois s'interroger aussi sur ce que ça veut dire de faire rentrer ces thématiques-là. Et j'irais même plus loin, ce qui est remonté lors des ateliers, c'est qu'on nous a dit, en fait, ça vient même enrichir le récit. C'est pas une contrainte, mais ça peut être un enrichissement de voir les choses un petit peu autrement. Donc effectivement, on a fait extrêmement attention au wording et au choix des mots qu'on a utilisés dans les questions pour ne pas venir contraindre cette liberté de création qui est particulièrement en plus importante en France. Et suite au succès côté audiovisuel, on lance la même démarche côté jeux vidéo, qui est là aussi une industrie avec un impact énorme, qui est soutenue notamment par l'ADEME. On travaille avec le syndicat national du jeu vidéo à ce sujet, sur la même grille de questionnement côté jeux vidéo qui sortira en fin d'année. Rapidement, Spark News a également imaginé un collectif qui s'appelle la Fabrique des Récits, pour favoriser donc la rencontre entre créateurs, pour permettre d'inventer un futur dans lequel on a envie de se projeter. Qu'est-ce que ça veut dire, un futur dans lequel on a envie de se projeter? Comment est-ce qu'on travaille là-dessus? Oui, la Fabrique des Récits, c'est effectivement le premier programme que nous avons lancé avec comme partenaire fondateur l'ADEME, toujours. Valérie, toujours présente. L'objectif de ce collectif, c'est de rassembler, pour le coup, autant sur l'écran d'après, on s'adresse à une filière sectorielle, autant sur la Fabrique des Récits, on favorise les rencontres entre univers artistiques, ce qui est aussi finalement un moteur pour accélérer le passage à l'action, parce que les univers artistiques travaillent souvent de façon assez silotée, et donc on les fait se rencontrer, échanger, de partager leurs bonnes pratiques. On organise des événements, on leur montre aussi ce qui se passe actuellement dans le secteur de la culture, qui connaît une grande évolution sur ces sujets. Et donc l'objectif, c'est nourrir leurs connaissances, leur inspiration, et leur donner envie de passer à l'action. Oui, rapidement. Pardon, ouais, voilà. Je réagis juste là-dessus parce qu'il y a quand même quelque chose qui ressort et qui, pour moi, est complètement clé, c'est la notion de désir. D'être toujours dans une démarche qui crée du désir, que ce soit se poser des questions pour commencer à désirer, évoluer, imaginer autour de ça dans ses personnages pour créer des nouveaux narratifs, que ce soit le désir d'être plus aligné avec soi-même dans la manière dont on fait les choses et de la dignité qui en ressort. Et cette notion de désir, je pense, plutôt que la contrainte où l'empêchement est source d'action. Si on ne travaille pas là-dessus, alors je pense qu'on prend un mauvais biais. Patrick Commois, comment est-ce que le ministère de la Culture s'empare de cette question justement des imaginaires, de la désirabilité? Quels dispositifs existent et lesquels soutenez-vous aujourd'hui? Oui, merci de la question. C'est une question assez fondamentale pour le ministère, bien sûr, parce qu'on ne peut pas l'appréhender comme les acteurs, actrices eux-mêmes du secteur. Le ministère est le garant de la liberté de création. Il est aussi le garant de la liberté des médias. Donc on parle à la fois cinéma, audiovisuel, mais on pourrait parler de danse, de théâtre, d'art plastique, des expositions dans le monde patrimonial, de l'architecture. Et donc le ministère s'interdit d'une certaine manière de dire c'est quoi la bonne prochaine création. Ce n'est pas notre rôle, on serait vraiment totalement en dehors des clous. Et au contraire, on doit... le ministère, la ministre sont amenés à intervenir parfois pour rappeler cet enjeu de la liberté de création, même en France, parfois dans un contexte international, mais on voit que ça a été mentionné, je veux dire, la liberté de création que permet l'exception culturelle aussi. Ce sont des trésors, ce sont des choses très fondamentales. Alors on s'en rend plus compte, c'est comme l'oxygène qu'on respire. Mais comme l'oxygène qu'on respire, quand ça va venir à manquer, on va le regretter amèrement. Donc vraiment, le ministère est dans cette position-là. Et donc d'abord, nous sommes le ministère de la liberté des créateurs, des créatrices, dans leur travail. Et c'est d'abord à cela qu'on s'attache. Donc on crée les conditions pour cela. Donc j'espère, je suis persuadé que le ministère le fait bien et peut toujours être attentif et peut faire mieux, mais en tout cas c'est d'abord cet environnement-là qu'on crée et qu'on entretient. Ayant dit cela, ça ne veut pas dire qu'on est les deux pieds dans le même sabot, qu'on ne fait rien.
Je pense, il y a une condition fondamentale, c'est que si on travaille, ça a été évoqué parce que c'est notamment ce que disait Caroline à l'instant, mais quand on travaille sur le contenant, c'est-à-dire les conditions de conception, de création, de production, alors enfin, de manière un peu indirecte, comme ça, à petites touches, ou même de manière inconsciente, ça va amener des choses, ça va amener une révolution en réalité sur le contenu à terme. Et donc le ministère s'attache très fortement avec le CNC, qui est son opérateur pour le monde du cinéma et de l'image animée et de l'audiovisuel, mais avec d'autres, on s'attache à susciter, à encourager, à pousser des conditions de conception, de production plus vertueuses en termes écologiques. Et donc, si on met en place, comme nous sommes en train de le faire dans le champ de la création, des référentiels carbone, si, comme le fait le CNC, on fait de la mesure carbone avant la production et après la production de films ou de séries, alors c'est le contenant, c'est-à-dire c'est l'environnement. Mais enfin, ça amène plein de questions, parce qu'évidemment, si on regarde un bilan carbone, ça veut dire, voilà, où est-ce que c'est tourné, dans quelles conditions c'est tourné, quelle est l'histoire, pourquoi, voilà. Et donc, ça amène ce sujet de manière beaucoup plus indirecte. Je vais prendre un autre exemple, parce que ça va arriver bientôt, et je crois que c'est une très bonne nouvelle, parce que un autre point d'attention du ministère, c'est qu'on ne doit pas être uniquement sur cet enjeu du carbone, de la crise climatique, même si, à l'évidence, il est fondamental, nous sommes dedans, nous le vivons, et nous devons nous emparer des solutions. Un autre sujet dans lequel nous sommes, et que nous provoquons, c'est la crise de la biodiversité, la crise du vivant. Vous parliez au tout début dans Look Up, l'astéroïde, c'est l'homme pour le vivant. Nous sommes littéralement, c'est-à-dire que nous sommes en train, nous, humanité, de provoquer pour le monde vivant autour de nous ce que la dernière fois un astéroïde a provoqué pour les dinosaures. Nous sommes en train de tout détruire, percuter le vivant. Cette crise est fondamentale, elle est là. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui s'est emparé des consciences, avec le sens d'urgence et de responsabilité et d'envie d'agir, qui sont en train d'émerger quand même, je crois, c'est un constat qu'on peut faire depuis le ministère de la Culture, qui sont là pour la question climatique. Dans le monde de la création, il y a maintenant, à plein d'endroits, dans plein de festivals, dans plein de maisons de production, dans plein de circuits de distribution, dans plein de musées, etc., il y a plein de scènes, il y a cette conscience de la crise climatique et cette envie de s'en saisir, d'en faire un objet d'art, je sais pas, un objet de création, un objet de travail. Ce n'est pas le cas sur la biodiversité. Alors, ce dont je voulais vous parler, et je finis par là, nos amis d'Audience vont sortir très prochainement un guide sur comment créer, comment tourner, faire des tournages dans les espaces naturels, et notamment avec cette attention, cette vigilance pour le vivant, ce respect de la biodiversité. Quelque chose d'extrêmement pratique, extrêmement concret. Là encore, c'est le contenant, comment on va faire. Mais bien sûr, ça amène des questions, parce que si on fait un film, par exemple les films animaliers ou les séries, les publicités où il y a des animaux qui figurent, ça amène des questions de l'image, de l'interaction avec la nature sauvage, des choses comme ça. On va être de manière un peu indirecte, mais quand même sur le sujet de contenu aussi. Donc suivez ce guide d'audience, il va sortir le mois prochain et ça va être un outil formidable. C'est noté. On a parlé de bilan carbone, de respect de la biodiversité. Ça fait pas mal de contraintes justement pour les productions, les réalisateurs, etc. Comment faire justement pour que ces questions de cadre, en tout cas, liées à la transition écologique, ne contraignent pas justement la liberté artistique des artistes? Je suis persuadé, ayant fait cette distinction contenant-contenu, je suis persuadé qu'on ne court pas ce risque. Ça a été dit avant par mes trois co-panélistes. Moi, je pense que la sensibilité, l'attention à ces sujets n'est pas une contrainte, elle est une chance incroyable. D'abord, c'est le monde dans lequel nous sommes. Le monde de la crise climatique, le monde de la crise de la biodiversité, c'est le monde dans lequel nous sommes. Donc, regardons-le, parlons-en, mais l'émerveillement qu'on peut avoir pour le vivant, pour les saisons, tout cela
à la fois l'effroi de ce qui se passe, l'émerveillement, la joie, l'amour, ça a été dit, le désir, tout cela est là, et donc on peut s'en saisir, et c'est pas parce qu'on fait un bilan carbone du film avant-après que ce désir, cette envie sont censurés, bien au contraire. Ce sont des sujets qui sont là, qui s'offrent à nous à réfléchir. On peut, le festival dans lequel nous sommes, Green Awards, vous le verrez dans la sélection tout à l'heure des deux finalistes du prix, on peut aller dans des directions extrêmement différentes, beaucoup d'humour, ou un film plus fantastique, qui joue sur des ressorts peut-être d'angoisse, mais on peut aller dans plein de directions créatives. Et donc, moi, je ne pense pas que le fait de se poser les bonnes questions de méthode censure la créativité. Au contraire, je pense que toutes les voies sont ouvertes. Et encore une fois, le soutien à la création du ministère, il est entier, il est à un niveau inégalé. C'est un des pays qui fait le plus pour soutenir cette créativité, cet espace de création, pour laisser ces choses fleurir, se produire, et donc à tous les sens du terme. Et donc, vraiment, nous ne le concevons pas comme une contrainte, pas de fond. Après, se poser la question, qui est une question un peu lancinante dans les professions culturelles, de l'éco-conditionnalité. Si vous ne faites pas assez bien sur tel aspect écologique, alors le financement est moindre. Ou l'inverse, si vous faites mieux, alors le financement est meilleur, éco-conditionnalité positive. C'est lancinant, on n'en est pas tout à fait là. Je pense que c'est une question c'est un débat qui mérite d'être, qui est déjà là de sa manière, une discussion qui est déjà dans les professions. Nous sommes prêts à l'avoir, mais ça doit se faire collectivement. C'est pas quelque chose où le ministère un jour se réveille et dit on éco-conditionne. Et c'est pas la même chose de faire de l'éco-conditionnalité si même ça devait arriver sur les moyens et de dire le contenu devrait être tel ou tel. Ça n'a rien à voir. Moi, je rapidement, veux juste, il nous reste peu de temps. en une minute, en fait, ce que je trouve intéressant dans ce que dit Patrick, c'est justement cette forme d'alignement. Aujourd'hui, il y a trop souvent le cas où on vous dit je vais faire mon bilan carbone, etc. Et ça devient un outil, un objet en soi. Mais ce n'est pas une fin en soi, en fin de compte, le bilan carbone. Le bilan carbone fait pour faire un bilan de carbone, t'en fais rien, pour de vrai. Et du coup, si c'est pour collectionner du bilan carbone, ça ne sert absolument à rien. Il faut vraiment travailler, comme le dit Patrick, pour se dire quel questionnement ça va poser, quelle interrogation et en gros quel alignement je vais avoir entre mon projet de film, de série, mon projet audiovisuel et puis ce bilan carbone. Et en fait, c'est pour ça aussi que ça nécessite que les gens soient formés. Je veux dire, à partir du moment, si on oublie cette dimension de la formation, on passe aussi à côté de quelque chose. On n'en fait qu'un objet de contrainte. Et c'est ça qui est dommage. On a vraiment besoin, pour moi, en allant vers la formation, de faire comprendre les enjeux du monde dans lequel on vit. On le fait bien pour tout un tas d'autres films, séries, etc. Quand on fait des choses sur, je sais pas, sur un policier, par exemple, un film policier, il y a plein d'experts qui viennent raconter leur métier, qui viennent expliquer les choses. Et la transition écologique, c'est la même chose. Ils ont aussi besoin tous, et nous avons besoin tous collectivement de nous former en permanence. Et à partir de là, le bilan carbone reste à sa place. C'est un outil de mesure, c'est utile. Mais à côté de ça, qu'est-ce que je cherche à faire? J'aimais bien la formule de Raphaël. Je cherche à faire quoi? Un bon film, un film qui fonctionne. Voilà. Et c'est pas le film écologique en tant que tel. C'est un film. Et c'est là où les choses, pour moi, elles changent considérablement. Oui, très très rapidement. Juste pour dire qu'il ne faudrait pas non plus que la question de la contrainte de la création soit une excuse. En disant, non mais que moi, on ne vienne pas m'imposer des sujets sociaux et environnementaux. Il y a des milliards de façons de parler de ces sujets et à chacun de trouver la sienne pour faire un bon film et pour questionner les curseurs qu'il peut ajuster dans son film. Donc ce n'est pas une contrainte, c'est une ouverture vers d'autres possibles. Ce sera le mot de la fin, c'est une belle conclusion. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cet échange passionnant autour des nouveaux récits dans le cinéma. Et avant de passer à notre prochaine table ronde consacrée aux nouveaux récits dans la publicité et la communication, je vous propose de regarder une vidéo d'Adi Rassi et de sa chaîne YouTube Amis des lobbies. Merci à vous quatre. Mon ami, on va tout de suite tordre le cou aux idées reçues. Les pesticides ne sont pas dangereux. Avec un respect des règles de sécurité et un bon dosage, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Moi, la dernière fois...
Si les abeilles disparaissent, ce n'est pas du tout la faute des pesticides. Il y a des tas de causes possibles. Le parasite asiatique, le frelon asiatique, les restaurants asiatiques, enfin, c'est très vaste, quoi. Oh oui, c'est vaste. En fait, les insectes pollinisateurs, abeilles mellifères, abeilles solitaires, cirques, bourdons, papillons, cétoines, mais aussi les insectes en général ne disparaissent pas. Non, ils sont exterminés. En 30 ans, l'Europe aurait perdu 80% de ses insectes. Et en France, 30% des colonies d'abeilles sont décimées chaque année. Mais ce n'est pas tout. Si on tue les insectes, on tue aussi toute la faune insectivore, à commencer par les oiseaux. Depuis les années 80, l'Europe aurait perdu 600 millions d'oiseaux. Perdus. C'est-à-dire que... ils étaient là. Oui, bon, on a compris, mais comme je vous le disais, on ne sait pas vraiment ce qui cause ces disparitions. Tu sais, toi? Alors, disons que j'ai ma petite idée. Figurez-vous que la cause numéro 1 de la disparition... Voilà, lui non plus, il sait pas, c'est très flou. On sait pas, quoi. Ah si, on sait. Les pollinisateurs doivent faire face à plusieurs petits défis. La monoculture, le dérèglement climatique, les espèces invasives. Mais surtout, comme le résume bien l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement dans ce rapport de 2021... Alors, il apparaît de façon robuste que les produits phytopharmaceutiques sont, dans les zones agricoles, une des causes principales du déclin des invertébrés terrestres, dont des insectes pollinisateurs et des prédateurs de ravageurs, ainsi que les oiseaux. Mais qu'est-ce que vous suggérez exactement? Qu'on arrête les pesticides? Non, mais c'est la meilleure! Écoute, mon ami, pas de pesticides, pas de récolte. Pas de récolte, pas d'argent pour les agriculteurs. C'est ça qu'on veut. Alors, il existe déjà des tas d'exploitations qui fonctionnent en agroécologie et qui n'utilisent aucun intrant chimique. Ça existe et ça marche. Mais même en restant sur de l'agriculture conventionnelle, de plus en plus d'études montrent qu'il est possible de réduire drastiquement la quantité de pesticides utilisés sans qu'il n'y ait aucun impact sur les rendements et les revenus des agriculteurs. Dans près de 60% des fermes étudiées, on parle d'une réduction de 42%. Là, tout de suite, c'est possible. Aucun impact. Aucun impact? Et la guerre en Ukraine, elle a aucun impact peut-être? Avec toutes les pénuries qu'on subit déjà? Mais sans les pesticides, ce serait la famine. Jamais on ne pourrait nourrir l'humanité. Ces produits sont notre dernier espoir, notre dernier rempart. Ils sont les gardiens de notre sécurité alimentaire. Protéger la sécurité alimentaire avec les pesticides, c'est un petit peu comme protéger sa maison en y mettant le feu. C'est peut-être pas la bonne méthode, parce que les pesticides sont en train d'anéantir les vrais gardiens de notre sécurité alimentaire, à savoir les pollinisateurs. Les services qu'ils rendent à l'humanité sont estimés à plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Sans eux, 75% de la production alimentaire mondiale serait en danger. Sans eux, les agriculteurs s'appauvriraient comme jamais et les prix de l'alimentation s'envoleraient. Sans eux, le petit déjeuner, ça ressemblerait à ça. On enlève la confiture, les fruits, le miel, le café, le chocolat et même certains produits laitiers parce que les pollinisateurs contribuent à renouveler les prairies. Mais non, arrêtez d'effrayer les gens. Si les pesticides étaient si dangereux, on le saurait. L'agrochimie, c'est vraiment un business transparent. Alors, transparent, je ne sais pas. Mais florissant, c'est sûr. Le chiffre d'affaires des firmes agrochimiques était de 29 milliards d'euros en 1994, 53 milliards en 2009 et 70 milliards en 2018. D'ailleurs, dans le classement des lobbies qui dépensent le plus d'argent à Bruxelles, nous avons régulièrement à la première place le
Conseil européen de l'industrie chimique. Et dans le top 10, vous retrouverez toujours quelques géants des pesticides comme Bayer, BASF, Dow. Oui, c'est vrai, on va souvent à Bruxelles. Mais c'est parce qu'on adore la Belgique. Le chocolat, les frites, la bouillabaisse. Et puis sur le chemin, voilà, on passe dire bonjour aux parlementaires, prendre des nouvelles. Du savoir-vivre, tout simplement. Et du savoir-faire aussi, du bon science washing hérité de l'industrie du tabac. Fracasser la recherche indépendante, produire des études maison, payer des journalistes ou des scientifiques pour relayer des informations biaisées, détourner l'attention en étudiant toutes les causes possibles du déclin des abeilles, sauf les pesticides. Bref, on sème le doute dans la tête de nos décideurs. C'est comme ça que l'industrie de l'agrochimie réussit à bloquer depuis 10 ans l'adoption de tests abeilles. Développés par des scientifiques indépendants, ces tests semblent pourtant indispensables pour évaluer la toxicité réelle d'un pesticide. Le souci, c'est que s'ils étaient adoptés, la mise sur le marché de plus des 3/4 de produits serait remise en question dès la première phase de test. Mais on n'a pas besoin des tests abeilles, on n'a pas besoin de la recherche indépendante. On fait déjà nos propres tests pour la mise sur le marché de nos pesticides. Ils sont très bien. Vous n'avez pas besoin de les refaire. De toute façon, vous n'avez pas l'argent pour les refaire. Écoutez, on a certes un modèle agricole qui ne marche pas, mais on a un modèle économique qui, lui, marche super bien. Alors pourquoi essayer de le changer? Je comprends pas. Je comprends pas. Alors, si je peux me permettre, moi je pense que j'ai compris. En fait, il suffit... Amis des lobbies. Alors, moi j'aimerais savoir une chose très simple. Est-ce que c'est toxique ou est-ce que ce n'est pas toxique? C'est très toxique. C'est pas toxique. C'est pas toxique. Ah non, c'est pas toxique. C'est Est-ce pas que- non, toxique. c'est pas toxique. Très toxique. C'est pas. Écoutez-moi. Non, ça n'est pas du tout toxique. Il n'y a aucun souci. Tenez. Oui. Voilà. Ah, elle a l'air heureuse cette abeille là. Elle est complètement heureuse. Vous en avez d'autres? Ah oui, j'ai le bourdon. Ah, c'est un bourdon. Voilà. Oh, il est beau. Voilà, j'ai aussi Ah. le papillon. Oh, j'adore les papillons. Vous m'avez convaincu, mon cher monsieur. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours au Deauville Green Awards et après avoir parlé des nouveaux imaginaires dans le cinéma, nous allons parler de la communication et de la publicité. Je vous propose de commencer avec ce chiffre. 88% des Français et des Françaises attendent des marques, des entreprises et des distributeurs qui les guident dans leur choix pour consommer moins et mieux, plutôt que d'être incité à consommer davantage. Pourtant, on le sait, la publicité contribue grandement à la surconsommation, mais aussi à la consommation de biens nocifs pour la planète, sans oublier que pour promouvoir leur image, de nombreuses entreprises se servent des codes de la publicité justement pour verdir leur image auprès du grand public, c'est le fameux greenwashing. Mais je vous rassure, tout n'est pas sombre. De plus en plus d'agences, de plus en plus de marques et même des influenceurs se lancent dans une démarche sincère, engagée pour la transition écologique. Alors comment mettre la force de frappe de la publicité au service d'un avenir durable? Comment faire en sorte que les nouveaux récits ne soient pas synonymes de greenwashing? Justement, pour en débattre, nous avons 5 expertes et experts autour de la table. Valérie Martin, que nous retrouvons, qui est chef du service mobilisation citoyenne et médias à l'Agence de la transition écologique, l'ADEME. Luc Wise, qui nous rejoindra tout à l'heure, qui est fondateur de l'agence de communication engagée de Good Company. Sophie Le Barazer, qui est Head of Sales chez Kantar Media. Bonjour. Stéphane Martin, directeur général de l'ARPP, qui est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Et Adi Rassi, réalisateur, comédien et auteur. Bonjour à tous les 4 pour le moment. Adi, on va commencer avec vous. On vient de voir... On m'entend, ouais. On vous entend. On vient de voir l'une de vos vidéos, une vidéo de votre chaîne YouTube, Amis des lobbies. Donc vous êtes réalisateur, comédien, auteur. Vous êtes donc à l'origine de la chaîne YouTube Amis des lobbies. Alors, je ne suis pas le réalisateur de cette série, je suis réalisateur par ailleurs, mais le réalisateur, c'est Jérémy Bismuth, Très bien. qui n'est pas présent aujourd'hui. Eh bien, merci pour la précision. Vous utilisez, on l'a vu dans la vidéo, vous réutilisez les codes du discours publicitaire
pour les tourner en dérision. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment est-ce que comment est venue cette démarche, cette idée? Oui, on peut en parler. Bon, pour ceux qui ont vu la vidéo, c'était peut-être un petit peu désagréable parce que le son était décalé de l'image. Bon, ça dérange un petit peu, je trouve, dans le rythme et dans l'impact des sketchs. Mais bon, c'est pas très grave. Pour aller la regarder sur notre chaîne YouTube, le son est vraiment calé sur l'image à la base. C'est un peu plus sympa quand même. Mais oui, effectivement, on utilise les codes publicitaires ou plutôt les arguments publicitaires des lobbyistes ou des entreprises, des industries pour lesquelles ils travaillent. Et donc, on va les détourner, on va les tourner en dérision et on va essayer de les démonter. C'est un peu ça le but de la vidéo, c'est de les démonter un par un pour arriver à la conclusion, à la fin, que le public se rende compte que ce sont des arguments qui ne tiennent pas debout et qui sont des contre-vérités. Voilà. Et on va appuyer ça, bien entendu, par des données et des discours scientifiques. Et comment est-ce que justement cette manière de réutiliser les codes de la publicité influence votre manière d'écrire? Comment est-ce que vous construisez, par exemple, les épisodes que vous faites? Par exemple, sur l'épisode qu'on vient de voir, si on écoute les industriels de l'agrochimie, ils vont nous expliquer que ce sont les gardiens de notre sécurité alimentaire qui sont là pour nous sauvegarder et donc pour protéger nos vies. Mais bon, on sait très bien que les pesticides, c'est la mort. Donc c'est la mort de la terre, ça la rend infertile, c'est la mort de l'eau, ça la rend non potable, donc dangereuse pour la santé. C'est la mort des insectes. Il faut savoir quand même qu'on a perdu 80% des insectes en 30 ans en Europe, ce qui est énorme. C'est la mort aussi de toute la faune insectivore. On a perdu des millions d'oiseaux ces dernières décennies, sans compter bien entendu l'impact sur la santé humaine. On sait très bien que de manger bio, c'est mieux que de manger des aliments issus de l'industrie de l'agrochimie. Et bien entendu l'impact sur la santé des agriculteurs, parce que c'est eux qui sont en première ligne. Ils portent quand même des combinaisons de cosmonautes pour asperger. Ça montre bien que c'est pas terrible pour la santé, ça se propage dans l'air bien évidemment, donc pour leur famille c'est dangereux, pour les gens qui habitent autour. On entend même qu'il y a des enfants qui habitent autour des champs qui sont aspergés, qui développent des cancers très jeunes, donc voilà, c'est vraiment très très dangereux. Donc nous, on va démonter ça et on va expliquer la réalité. Si on prend aussi l'exemple de notre vidéo sur la corrida, par exemple, quand on écoute les aficionados, les pro-corrida, ils vont vous expliquer, et c'est un argument pour eux, publicitaire évidemment, ils vont vous expliquer que le taureau ne souffre pas. Eh bien nous, on va lui expliquer ce que c'est qu'une corrida. Donc c'est un premier type qui est à cheval, qui a une pique, qui va donc cisailler les muscles releveurs du taureau. Ensuite, il y a des banderillos qui vont lui enfoncer des banderilles, donc c'est des bâtons avec des pics au bout qui vont rester dans le taureau. Il va saigner énormément et s'affaiblir. Et en dernier lieu, il y a le matador, donc qui va entrer en scène, qui va jouer un petit peu avec le taureau et qui va finir par le mettre à mort en lui enfonçant une épée entre les omoplates. Alors quand on voit ça, pardon, quand on voit ça, c'est difficile de se dire que le taureau ne souffre pas. D'ailleurs, ces images, vous pouvez même pas les trouver sur le web puisqu'elles sont interdites, elles sont tellement violentes, c'est quand même la torture d'un animal. Donc nous, on a travaillé avec le CRAC sur cette vidéo, donc, qui est le comité radicalement anti-corrida, qui nous a filé des images qui ont été filmées à l'arrache dans les arènes. J'ai parlé de greenwashing en introduction. Est-ce que vous diriez que vos vidéos, c'est un moyen justement d'éduquer, de sensibiliser votre audience à repérer les discours malhonnêtes dans la publicité notamment ? Oui, complètement, puisque notre chaîne, c'est du second degré. Donc on met en scène des personnages qui disent l'inverse du message qu'on veut faire passer. Il y a un lobbyiste, donc détestable, et une scientifique à côté de lui. Donc effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va mettre en lumière ces arguments qui sont malhonnêtes et on va les démonter un par un. Le greenwashing, effectivement, on en a parlé dans notre vidéo sur le pétrole. Si on resitue un petit peu les choses dans leur contexte, les industriels du pétrole, dans les années 70, savaient déjà que le commerce et l'extraction des matières fossiles causaient un dérèglement sur le climat.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans un premier temps, ils ont commencé à faire du déni du réchauffement climatique. Ensuite, effectivement, c'est la technique du doute qui rentre en jeu une fois qu'on dit qu'il y a vraiment un réchauffement climatique. Donc de dire que c'est peut-être pas les matières fossiles qui détraquent le plus le climat, il y a peut-être d'autres causes. Et ensuite, une fois que c'est bien entré dans la tête des gens que les matières fossiles détraquent le climat, effectivement, on va entrer dans la technique du greenwashing. Donc on va faire des publicités où on va voir des gens très souriants avec du vert partout autour, des panneaux solaires et des éoliennes qui tournent. Mais ça représente quasiment rien. Je veux dire, dans l'activité de Total, la réalité de l'activité de Total, c'est des projets encore d'extraction de pétrole, alors que le GIEC et l'Agence internationale de l'énergie nous ont bien expliqué qu'il fallait arrêter de le faire. Eux, ils continuent à le faire. La réalité de Total, et ça, on ne le verra jamais dans leur publicité, c'est le projet ICOP en Ouganda. Voilà. C'est 1400 km d'oléoduc qui traversent la Tanzanie et l'Ouganda pour aller jusqu'à l'océan Indien. Ça passe par 200 rivières, par 2 grands lacs, le lac Albert et le lac Victoria, donc qui est la plus grande réserve d'eau douce d'Afrique, dont dépendent des millions de personnes. Ça traverse des aires naturelles protégées avec des espèces menacées. Ça traverse aussi des zones habitables, donc on va exproprier les gens. La plupart sont des agriculteurs et ils dépendent de leurs terres pour survivre. Donc voilà, c'est ça la réalité de Total. C'est pas ce qu'on voit dans la pub de greenwashing. Hier, dans les tables rondes d'hier, on a parlé de Génération Z, donc des jeunes. Vous qui êtes créateur de contenu aussi, comment on fait pour toucher, impacter un public jeune qui est noyé par l'information, par les contenus? Est-ce que c'est avant tout une histoire de format selon vous? Est-ce que c'est une histoire de ton? Quel est votre avis là-dessus? Je ne pense pas qu'il y ait de recette magique pour toucher les jeunes. Ce serait un peu prétentieux de dire ça. Non, on a eu la chance que notre chaîne marche. Effectivement, nous, on touche les jeunes. On touche un public très très large, de 7 à 77 ans, comme on dit dans les jeux de société. On a énormément de profs de français du monde entier qui nous envoient des messages pour nous dire qu'ils utilisent nos vidéos pour sensibiliser leurs élèves sur les sujets qu'on aborde. On a aussi des parents qui font ça avec leurs enfants. Après, on peut l'expliquer après coup, une fois que ça fonctionne, c'est vrai, il y a sûrement une question de ton, effectivement, il y a le côté drôle, le côté cartoon un petit peu, les personnages sont un peu des clowns, donc ils font rire, ça aussi ça fonctionne. Peut-être les images aussi qu'on met un petit peu brèves ou subliminales qui viennent appuyer les propos, les textes aussi qui apparaissent à l'écran en gros, pour appuyer le texte qui est joué par les comédiens. Voilà, peut-être que c'est un ensemble de tout ça qui fait que ça touche la jeunesse. Notre chaîne est aussi inspirée de l'émission C'est pas sorcier, donc qui s'adresse à un jeune public. C'est un petit peu le ton derrière. Après, c'est tellement intéressant et passionnant, C'est pas sorcier, que ça touche les jeunes et les moins jeunes. Et c'est ce qu'on essaye de faire un petit peu avec notre vidéo. Mais c'est vrai, nous, on a la chance de toucher un public jeune, mais je sais pas, c'est difficile je pense pas qu'il y ait de recette magique. Il faut essayer. Ouais. C'est réussi en tout cas. Valérie Martin de l'ADEME, on a parlé de cinéma tout à l'heure. Parlons de publicité et de communication. Je parlais en introduction de l'impact en tout cas de la publicité sur la surconsommation, l'incitation peut-être parfois à consommer des biens nocifs pour la planète. Quel est l'impact justement de la publicité sur la transition écologique et pourquoi est-ce qu'il était important pour l'ADEME en tout cas de s'y intéresser et de quelle manière? Je vais vous redonner d'abord un chiffre. Vous citiez tout à l'heure les 88%. Moi, j'aurais tendance à dire que dans le rapport Greenflex ADEME qui est sorti donc le 6 juin dernier, là, mais les éditions précédentes donnaient à peu près les mêmes résultats, 83% des gens trouvent qu'on vit dans un monde qui nous incite sans cesse à consommer et dans un monde où la publicité est omniprésente. Et la publicité, elle a un rôle sur notre société parce qu'elle l'influence. C'est elle qui va nous donner un certain nombre de représentations, de normes sociales sur la façon de nous habiller, la façon de nous déplacer, la façon de nous alimenter, etc. Donc elle a un rôle qui est absolument fondamental. Et puis vous l'avez dit, il y a eu une étude de l'association CODE, Communication et Démocratie, qui est sortie, qui nous dit que en 30 ans, on a à peu près un marché de la publicité qui a 31 milliards d'euros et que sur 30 ans, ça a représenté en gros 5% de surconsommation. Je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que c'est pour la première fois que c'est documenté. Ensuite, on a un vrai problème de pression publicitaire puisque, alors,
Selon des chiffres dont on cherche régulièrement la source avec Stéphane Martin, mais en gros, on serait confronté entre 1000 et 5000 messages publicitaires par jour, et d'aucuns ajoutent les 15 000 stimuli commerciaux quotidiens qu'on reçoit quand on voit des marques sur les vêtements ou quand on voit des marques ici ou là, etc. Bref, on vit dans un monde où la publicité est omniprésente. La publicité peut être utile, voilà. Mais en tout état de cause, comme elle façonne l'imaginaire de nos sociétés, il était indispensable de travailler dessus parce que justement, elle va sinon continuer à projeter un imaginaire qui est toujours celui de la surconsommation, cet imaginaire issu des 30 Glorieuses, notamment de l'American Way of Life, qui vous dit que pour être heureux, il faut toujours plus consommer, et qui, du coup, fait en tout cas advenir et continuer à survivre un modèle économique linéaire fondé sur la vente en volume, qui est vraiment qui nous emmène vers un monde qui est non viable, non soutenable. Donc pour nous, c'était important de nous saisir de ces sujets. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Moi, ça doit bien faire depuis 2007, et où j'avais eu la chance d'écrire avec un ensemble de personnes, donc de coécrire le guide de l'éco-communication. Et en 2012, on a sorti le guide de l'anti-greenwashing. Bon, c'était à l'époque. Donc forcément, il y avait peu de gens qui s'y intéressaient. 2007, c'est le moment où, avec le Grenelle de l'environnement, le BVP, le Bureau de la vérification de la publicité, est devenu l'ARPP, l'autorité de régulation des professionnels de la publicité. Donc il y a eu un changement aussi de paradigme, parce que c'est à ce moment-là où, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, c'est pas pour faire de l'histoire, c'est aussi pour se rendre compte que petit à petit, on a commencé à comprendre ce rôle de la publicité. Mais il y a tout un secteur qui doit être à faire bouger. Or, c'est pas simplement le secteur de la publicité, c'est pas le débat simplement pour ou contre la publicité. La question, c'est comment on réduit très fortement, très drastiquement la pression publicitaire qui est sur l'ensemble des personnes, mais aussi quelle transformation du modèle économique global on veut. Parce que si on dit qu'on veut passer d'un modèle linéaire à un modèle qui soit à la fois circulaire et sobre, et donc forcément où il y ait moins d'utilisation de matières premières, d'énergie, d'eau, ou de différents matériaux, ben forcément ça veut dire un changement de paradigme complet. Et à ce titre-là, la publicité peut jouer un rôle. C'est ça, nous, qui nous a intéressés. Elle peut jouer un rôle si elle se modifie en profondeur, de façon sincère, et où il y a une véritable transformation dans la façon d'appréhender les choses. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut reconnaître, et c'est pour ça qu'on s'est attaché à travailler sur ce sujet-là. Il y a autre chose qui nous a fait nous attacher à ce sujet-là, c'est que les mots ont un sens, et petit à petit, on perd aussi la compréhension du sens des mots. Quand je vais dire, par exemple, comme d'aucuns le font en publicité, mon produit est neutre en carbone. Qu'est-ce que vous projetez sur les gens ? Sur les gens, vous projetez, c'est tranquille, je peux consommer, c'est bien. J'ai en gros un droit. Vous savez, on s'achète un peu une indulgence. Le produit qu'on consomme n'a pas d'impact. Exactement. Donc, elle projette un imaginaire trompeur, ce qui est particulièrement dommageable, non seulement pour ceux qui feront des véritables efforts de réduction drastique de leurs émissions de CO2, mais ce qui est aussi dommageable par rapport à tous les efforts qui sont à faire face aux enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a produit notamment un avis d'expert de l'ADEME sur le recours aux allégations environnementales quand on aborde la question de la communication climatique. C'est aussi pour ça que aujourd'hui, donc le 26 mai dernier, il y a le Conseil national de la consommation qui a sorti une nouvelle édition du guide des allégations environnementales, qui sont extrêmement importantes. Et c'est aussi pour ça que, même au-delà de tout ce qui est en train de se passer au niveau français, y compris en termes de loi, je vais citer bien sûr la loi climat et résilience, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer au niveau réglementaire, au niveau européen, pour lutter contre le greenwashing. Et on s'est enfin intéressé à tous ces sujets-là pour une dernière raison.
c'est qu'aujourd'hui, et c'est ça où aussi on est à un moment charnière, c'est qu'on le voit, les entreprises, d'abord, il y a un doute, il y a un manque de confiance phénoménal. La même étude, Greenflex ADEME, là, qui vient de sortir, elle dit que seulement 34% des Français font confiance aux grandes entreprises. Ça reste stable, ce chiffre de 30% depuis 10 ans. C'est inquiétant. Et donc, il faut faire quelque chose. Si les entreprises veulent dire j'agis pour la transition écologique, alors il faut faire en sorte que ça remonte. Donc, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je me pose les bonnes questions? Voilà, en gros, aussi, ce qui fait que pour nous, c'est d'accompagner les entreprises, les professionnels de la publicité et de la communication plus largement, avec l'ensemble de ces outils et le guide de la communication responsable dont je suis co-autrice, qu'on a publié en octobre 2022 et qui est d'ores et déjà quasi vendu à près de 6000 exemplaires en 7 mois. Autant vous dire, c'est que je pense que le sujet, c'est bien la preuve qu'il n'est pas simplement un sujet comme ça qui va passer, ça devient un sujet qui est vraiment structurel. Vous voyez, c'est tout ça aussi qui nous fait que tous les matins, on se lève et on travaille. Mais je sais que Stéphane parlera des autres choses que l'on fait ensemble. Alors justement, vous parliez de ce chiffre, 34%, regagner la confiance des consommateurs avec les nombreuses études que vous avez menées à l'ADEME. Est-ce qu'on peut identifier des bonnes pratiques à mettre en place pour que la publicité déjà puisse être responsable et servir ces nouveaux récits sans mentir aux consommateurs, bien sûr? Que la publicité puisse être plus responsable. Jouons pas trop sur les mots, mais mettons plus responsable. Il y a 3 termes. Humilité, sincérité, transparence. Des preuves et encore des preuves. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Je le dis régulièrement, je sais, mais c'est important de le noter. Si on ne construit pas un discours sincère, fondé sur des preuves, alors les gens n'auront pas confiance en vous. Et toujours dans cette même étude Greenflex ADEME, ils le disent très bien. Je crois qu'ils sont environ 70% à dire qu'ils ne croient pas dans les allégations environnementales diverses qui sont émises de la part des entreprises. Mais j'aimerais aussi vous dire qu'ils sont dans le même temps, c'est assez intéressant comme chiffre, parce que c'est un chiffre qui a bondi de 10 points, 59% à dire le problème, c'est pas tant quand même la pub que les produits à fort impact environnemental qui sont vendus. C'est intéressant, ça veut dire qu'il y a quand même une évolution. Donc, des preuves. Et quand on n'a pas de preuves, on ne communique pas. Ensuite, on a la façon dont on va communiquer à la hauteur de la proportionnalité de l'impact. D'accord ? Je reprends souvent à cette célèbre marque de banque qui a fait du 4x3 c'était pas du 4x3, mais c'était des grands formats, pour dire que sa carte bleue était faite à partir de matériaux recyclés. Le problème, c'est que si l'impact des banques était uniquement dû aux matériaux utilisés pour fabriquer la carte bancaire, ça se saurait. Ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas informer les gens de cette démarche qui est louable. Mais on ne communique pas comme ça, de façon irréfléchie. Ensuite, il y a tout un ensemble d'actions qui sont à mener pour justement pouvoir promouvoir, lutter contre les stéréotypes, mais aussi pour pouvoir apporter des nouvelles représentations. Des représentations d'un monde qui soit plus en accord avec les limites planétaires. Comment faire pour que, justement, nos acteurs qui jouent dans les publicités aient des comportements qui soient plus vertueux? Comment les mettre en avant? Mais il faut que ce soit sincère. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit cohérent par rapport au produit qui est vendu. Comment on fait aussi quand on tourne une publicité qui, mettons, n'est pas comme sujet principal un produit à impact environnemental, en arrière-plan dans les décors? Comment est-ce que l'on fait pour donner aussi à voir une autre société, c'est-à-dire des modes de déplacement, par exemple, qui sont pas uniquement une grosse voiture avec un mâle blanc dominant derrière le volant? Comment est-ce que l'on fait pour montrer autre chose de l'habitat que la grande maison avec la grande baie vitrée et la piscine? Ah non, je ne parle pas de piscine, mais vous voyez bien que par rapport à tout ça, il y a aussi un rôle à jouer, puisque je l'ai dit au départ, la publicité influence fortement nos représentations sociales. Et à ce titre-là, je trouve que c'est très intéressant le travail qui a été mené, et justement dans le guide de la communication
communication responsable, on les met en avant, à la fois le guide de entreprise pour l'environnement et le guide de l'Union des marques pour accompagner les professionnels et les créatifs pour justement essayer de se poser les bonnes questions, de travailler dans la bonne direction pour lutter contre l'ensemble des stéréotypes. Je parle des stéréotypes environnementaux, mais on peut parler des stéréotypes de genre, on peut parler des stéréotypes qui sont faits concernant des personnes, des minorités diverses. Remarquez d'ailleurs, l'essentiel de la population ne se reconnaît pas dans les personnes qui sont promues au sein de la publicité, et ça pose véritablement une question. Donc voilà, en gros, peut-être très rapidement ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Sophie Le Barazer, chez Kantar Media, vous avez mis au point une veille RSE, veille dans laquelle vous analysez et mesurez le poids des campagnes RSE sur l'ensemble du marché publicitaire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez observé au sein de cette veille? Quelles sont les principales conclusions de ce travail? Exactement. Donc bonjour à tous, et puis déjà on est très contents parce que Kantar participe pour la première fois au Green Award. Donc juste pour vous expliquer un petit peu la genèse de cette veille, donc Kantar, très rapidement, Kantar Media, on accompagne en fait tous les acteurs du marché français dans la communication et la mesure de la publicité, que ce soit en termes de création, en termes d'investissement. Et on accompagne également l'ensemble du marché sur la connaissance des consommateurs, des cibles, des audiences à travers une étude qui s'appelle TGI, et on mesure les actions de sponsoring sportif. Et donc, avec cette position de veille média du marché, on se devait bien sûr de s'emparer de cet enjeu RSE, parce que déjà, on avait une demande importante de la part de nos clients, et parce que Kantar avait également un rôle à jouer important sur comment rendre plus positif le comportement des médias et de l'ensemble de ces acteurs. Donc, du coup, en 2021, on a monté, en effet, cette veille RSE, à la fois sur les créations et les investissements publicitaires. C'est une veille qu'on a construite, je dirais, en deux grandes parties. La première, c'est qu'on s'est intéressé aux messages en eux-mêmes. Donc, on a mis en place un comité et on a analysé l'ensemble des discours de tous les types de messages publicitaires qu'on pouvait avoir, que ce soit dans la partie offline, donc la presse, la radio, la télévision, l'affichage, le cinéma, mais également online. Et on a ainsi recensé à peu près 11 000 messages portant des campagnes RSE, et on y a été chercher les plans médias pour pouvoir les valoriser. Donc ça, c'était une première partie sur la partie des discours. Et en même temps, en parallèle, on a évidemment une segmentation du marché publicitaire par grande famille de produits, et on est allé sélectionner tous les produits, toutes les marques et tous les segments qui rentraient dans ce que l'on définissait comme le RSE. Donc ça allait des piles rechargeables, des véhicules électriques, de la seconde main. Et ce qui fait qu'avec ces deux parties, en les additionnant, en dédoublonnant de tout ce qui était commun aux deux parties, eh ben, on a pu fournir au marché une veille des investissements publicitaires RSE. À cela, je vais vous donner quelques résultats, bien sûr, mais à cela, on a complété cette veille pour aller plus loin avec l'ADEME. Donc, on a travaillé en effet avec Valérie de façon assez poussée pour définir une veille beaucoup plus stricte, puisque on doit recenser l'ensemble des communications qui respectent strictement le cahier des charges édicté par l'ADEME, dont vient de nous parler un peu Valérie, c'est-à-dire chaque campagne sur laquelle doit y avoir au moins un label qui est certifié ADEME, qui doit mettre en avant un produit ou un service, et qui, en plus, doit avoir un argument environnemental fort, lisible et précis. Donc, évidemment, c'est quelque chose de beaucoup plus restreint que notre première veille, mais avec, je dirais, l'ensemble de ces études, on répond à une vraie problématique des acteurs du marché français qui se posent la question comment aller vers un impact plus positif, je dirais, du comportement et des médias et des citoyens.
Donc, quelques chiffres. Donc, sur la veille RSE, c'est 3,5 millions d'euros bruts qui ont été investis en France par les marques sur l'année 2022. Ça représente 11,5% du marché publicitaire français, donc dans les 26 milliards d'euros qui sont investis, je dirais, de façon classique. Donc c'est une part qui peut largement progresser. Et c'est 1809 annonceurs qui vont communiquer avec des messages RSE. Le premier média, c'est la télévision, qui, sur ces 3,5 millions d'euros, il y en a 38% qui sont dépensés en télévision. Ensuite, c'est la presse, puis la radio. Et ensuite Internet. Et le premier secteur, c'est l'automobile, puisque le premier annonceur, c'est Renault. Et ensuite, c'est la distribution et l'alimentaire. Donc voilà les grandes tendances que je peux vous donner. Avec l'ADEME, donc là, évidemment, c'est beaucoup plus restreint. On est à 250 millions d'euros sur l'année 2022. Et il n'y a plus que 35 annonceurs qui ont vraiment incarné l'ensemble du cahier des charges de l'ADEME. Et donc le premier annonceur de la veille Kantar ADEME, c'est Fiat, donc ça reste l'automobile. Le deuxième, c'est Soigna pour la marque, la marque gamme verte. Donc là, c'est de l'entretien. Et le dernier, c'est le troisième annonceur, c'est Carte Noire pour l'alimentaire. Juste une petite précision, parce que c'est important. Évidemment, avec tous ces chiffres, on regarde les tendances. Et qu'est-ce qu'on remarque, à notre grande surprise, c'est que la tendance entre 2022 et 2021 est à la baisse. Beaucoup moins de campagnes à message RSE. Et en plus, cette tendance, on la retrouve sur 2023. Donc en fait, évidemment, on a l'ensemble des outils pour analyser. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'évidemment, le contexte inflationniste dans lequel nous sommes, eh bien, cette urgence de l'économie, elle a très clairement pris le pas sur l'urgence climatique. On a vu en 2022 bondir des campagnes pour mettre en avant de la promotion des prix, notamment en radio. On a vu des distributeurs qui avaient lancé des campagnes bio qui ont arrêté. Je ne sais pas si vous vous rappelez la campagne Carrefour pour Act for Good qui avait beaucoup communiqué en 2021. Elle est presque inexistante en 2022. Et évidemment, donc, je dirais face à cette urgence du prix, et c'est toute la difficulté des publicitaires d'avoir ce bon équilibre entre la problématique de subsistance économique des citoyens et puis la problématique des enjeux climatiques. Et puis la deuxième raison, et vous en avez beaucoup parlé, c'est le greenwashing, puisqu'évidemment, les marques sont extrêmement peureuse d'être sanctionnée par le greenwashing. Ça peut être assez violent. Donc, il y a une vraie volonté d'être très sincère dans ces campagnes. Et c'est vrai qu'il y a certaines marques pour lesquelles ça a été difficile. Voilà, donc ça, c'est vraiment tout l'enjeu et voilà ce qu'on a mis en place. Vous parliez de sincérité, de greenwashing. Justement, je vais citer un autre chiffre de Kantar. 73% des Françaises et des Français pensent que les marques s'impliquent dans ces questions dans un but uniquement lucratif. Il s'agit du score le plus élevé d'Europe. Comment faire en sorte de changer la donne ? Évidemment, c'est compliqué. Et pour commencer à répondre à votre question, puisqu'évidemment Kantar est un institut de chiffres, et je vais vous citer deux autres chiffres qui montrent vraiment l'ambivalence des Français et qui est aussi des grandes difficultés pour les publicitaires d'y répondre. C'est qu'il y a aussi 65% des Français qui disent que les marques doivent s'investir dans la lutte contre la discrimination. Et en même temps, il y en a 45% qui disent qu'ils aiment acheter des marques qui luttent contre l'environnement. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de chiffres. Et donc, c'est vrai que la publicité a un vrai rôle à jouer. Et notamment,
pour en avoir pas mal échangé avec pas mal d'experts et d'acteurs, je pense que la publicité a une vraie opportunité pour redorer son image, de porter, je dirais, cet impact positif et surtout de participer à cette transformation de la société. Et donc, en fait, le rôle de la publicité, c'est non seulement de mettre en avant des produits qui sont à moindre impact environnemental ou sociétal, ou alors de mettre en avant des produits qui ont un impact positif sur le changement de comportement des citoyens. Parce que, et comme Valérie l'a très bien dit, la publicité influence, elle nous accompagne quand même au quotidien. On est en effet, on a énormément de signaux tous les jours, tout le temps, et c'est vrai que c'est vraiment un rôle qu'elle doit avoir. Et je dirais pour illustrer ça, évidemment, on cherche, on analyse pas mal de campagnes. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est une campagne qui me vient à l'esprit de Woolmark, qui est assez choc, puisque Woolmark veut combattre la fast fashion et indique que toutes les 25 minutes, il y a une piscine olympique de pétrole brut qui se déverse avec la fabrication de vêtements synthétiques. Et eux, ils proposent des vêtements en mérinos, donc qui sont éco-responsables. Et vous voyez sur les campagnes une personne qui est une personnalité ou une femme ou un homme qui est coupée en deux. L'une partie est enduite de pétrole brut et l'autre est classique. Et l'autre est normale. Et c'est vrai que c'est une campagne qui est presque malaisante, voire répugnante. Et c'est aussi le rôle de la publicité de faire un petit peu des états de choc pour faire changer les comportements. Voilà. Alors, avant de poursuivre la suite de la conversation, je vous propose de faire un échange d'invités. On va échanger Adi Rassi avec Luc Wise. Merci beaucoup, Adi, d'avoir participé à la conversation. Avec plaisir, merci. Et bienvenue. J'ai très peur, surtout de Valérie d'ailleurs. Alors, voilà, on va enchaîner avec Stéphane Martin d'abord, et comme ça vous avez le temps de vous préparer, Luc. Stéphane Martin, vous êtes donc directeur général de l'ARPP, donc l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Et du côté réglementaire, les choses bougent. La loi climat dont parlait Valérie notamment a changé de nombreuses choses, nos paramètres pour la publicité, le secteur de la publicité notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure, qu'est-ce que la loi climat a changé pour le secteur de la publicité ? Alors, on voit déjà que, par rapport à tous les chiffres qui ont été cités, que la prise de conscience, ou l'expression en tout cas dans les chiffres, que les Français peuvent avoir comparé aux autres pays, tient au fait que la France a aussi régulé probablement beaucoup plus que les autres pays à date. L'Europe, évidemment, suit, mais à date, la France a, notamment donc par cette loi d'août 2021, climat et résilience, mais finalement, il y en avait d'autres avant. On pense à une loi anti-gaspillage, économie circulaire, la loi d'orientation des mobilités. Enfin, il y a un grand nombre de lois environnementales qui, depuis quelques années, cadencent, on va dire, de l'activité, bien sûr, d'entreprise, mais donc résonnent au-delà des consommateurs, on va parler des citoyens, résonnent dans leur quotidien. Alors, cette loi climat et résilience, ce qu'elle a apporté, elle arrive finalement, puisque Valérie a fait aussi l'histoire, elle arrive finalement, elle n'est pas tombée comme ça d'un coup, elle s'inscrit dans cette historique, au-delà des Grenelles qu'il y a pu y avoir, et qui ont, pour certains Grenelle, et le premier 2007, aborder les questions de publicité, finalement, cette loi vient mettre dans notre code de la consommation la définition du greenwashing, en fait. Donc ça existait évidemment avant, et notamment ce que je représente, c'est-à-dire le droit souple, mais elle vient inscrire dans le code de la consommation le principe même du greenwashing, alors qui vient s'ajouter parmi les nombreuses pratiques commerciales déloyales, qui font l'objet maintenant d'une révision de cette directive européenne, parce que tous nos textes, évidemment, dérivent de textes européens. Donc, ça vient clairement maintenant, bien sûr, et en plus, rendre des sanctions financières importantes, qui peuvent aller jusqu'à 80% de la campagne, c'est-à-dire au-delà de la production, y compris de l'achat d'espace. Donc,
Les professionnels ont aussi, depuis maintenant 2 ans, en tête cet aboutissement, on va dire, législatif, mais dont ils avaient évidemment cette connaissance depuis bien longtemps, puisque le rôle de l'ARP, c'est historiquement de réunir la profession. Et au-delà de changer les récits, c'était surtout de combattre avant tout des mauvais récits, on va le dire, donc de combattre des allégations environnementales excessives, disproportionnées, au regard de règles déontologiques, dont la toute première remonte à 1990, donc on fait une page d'histoire sur les arguments écologiques, 2003, donc élargi à toutes les problématiques de développement durable, et des actualisations, dont notamment la toute dernière, donc en 2020, et qui font l'objet, puisque ça boucle finalement cette table ronde, qui font l'objet évidemment d'un observatoire conjoint, d'une étude conjointe ADEME-ARP depuis 2007. Et la nouvelle édition sortira très très prochainement, le mi-juin. Donc le 14 ou 15 juin, il y aura la révélation de cette étude. Et pourquoi je la cite particulièrement? Puisqu'elle s'appuie sur la pige RSE justement que mène Kantar. Donc on a étudié, alors sur 4 mois, pas forcément sur toute l'année, mais pour avoir un échantillon représentatif, ce qui fait près de 1900 campagnes. Et sur ces 1900 campagnes, donc taguées, étiquetées par Kantar comme relevant évidemment d'engagement RSE, ensuite on a étudié, sont-elles ou pas conformes à la règle que la profession s'est fixée. Donc un corpus législatif renforcé ces dernières années, mais qui vient compléter des engagements beaucoup plus anciens. Et quand on parle d'engagement, bien sûr, pédagogie des règles, élargissement de l'établissement de ces règles et co-construction des règles avec les associations. C'est pour cela que nous avons un conseil paritaire de la publicité qui s'est élargi il y a pile 15 ans, en 2008, quand on a changé de nom justement, en ouvrant ce conseil paritaire aux associations environnementales qui ont pu contribuer à rendre des avis sur l'évolution des règles. Et puis, il y a eu bien sûr, mais ça fonctionne toujours comme ça, droit dur et droit souple vont de pair, vont ensemble, puisque de ce droit souple, on en fait, nous, évidemment, toute une règle de pédagogie et de contrôle. Alors, juste avant de vous passer la parole, on a parlé de la loi climat, qu'est-ce que l'ARP, justement, met en place pour que la publicité soit plus responsable et aille dans le sens de la loi climat et résilience? Alors, on le met en place finalement d'abord en prévenant par une campagne de communication, notamment la profession, mais qui a été aussi affichée grâce à Médiatransport dans les transports publics l'année dernière, d'alerter que quand on fait les choses bien, et parce qu'on pense aussi aux entreprises qui sont elles-mêmes en transition, et quand elles font des choses bien, et il y en a beaucoup de toute taille. Et le slogan trouvé par l'agence Josiane, c'est « Autant bien les communiquer ». Donc c'est vraiment ça le travail, puisque c'est un travail historique depuis l'ARP à quasiment 90 ans, l'autorégulation en France, c'est sur un travail sur les représentations. Donc c'est la mission première, c'est évidemment, alors bien sûr, représentation, image de la femme, bien sûr, la sécurité, pas de comportement dangereux dans les messages, et puis bien sûr, des représentations sur, historiquement, avant même que ça soit dans le code de l'environnement, ne plus représenter de véhicules sur des espaces naturels, par exemple. Donc ça a toujours été ce travail sur... On sait que la publicité influence, et c'est d'ailleurs pour ça que la profession s'autorégule depuis tant d'années, et pas qu'en France, dans tous les pays, en tout cas les démocraties, parce qu'il y a cette influence, donc de fait, il y a une responsabilité. Et pour faire une communication responsable, on se fixe des règles et ensuite on alerte que dorénavant, enfin les marques, les agences comme les annonceurs ou les médias, puisque c'est ça, cette tripartite, c'est très bien maintenant les effets, et ça vient d'être dit, peuvent avoir en plus des effets réputationnels majeurs. Et c'est ça en fait qui est alerté, notamment dans cette campagne, c'est de dire que dorénavant, mais plus que jamais, il faut être extrêmement vigilant. Alors ça passe au quotidien, bien sûr, par l'accompagnement. L'ARP fait énormément de conseils avant diffusion. Nous sommes dans un rôle préventif. 52 000 messages avant diffusion l'année dernière ont fait l'objet de conseils. Et toute la publicité télé reçoit un avis avant diffusion. Ça, c'est la mission cœur, au-delà même de la pédagogie, d'ateliers de formation, et élargie aussi depuis 5 ans aux influenceurs, et depuis 2 ans avec une formation qui délivre un certificat de l'influence responsable, par exemple, pour ceux qui rentrent dans ce dispositif. Alors, on parlera
de l'influence juste après avec Luc. Peut-être très rapidement, parce qu'on est un peu en retard. Non, oui. Là où c'est intéressant, justement, c'est qu'on a oublié de parler de on peut peut-être aller plus loin que ce que tu dis, c'est l'amicale pression des collectifs de citoyens. Anti-greenwashing, pour un réveil écologique, etc., qui font du name and shame, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi en n'hésitant pas à déposer des plaintes au niveau du jury de déontologie publicitaire. Ça, c'est quand même un point important. Donc, il y a une vraie dénonciation. Le deuxième point, c'est qu'on a parlé de loi climat et résilience. On a oublié juste de mentionner qu'il y avait des sanctions financières derrière. Donc, deuxième type de risque. Risque réputationnel, risque financier, et on va même jusqu'à des risques liés à la judiciarisation d'un certain nombre d'affaires, puisqu'on va penser par exemple à la façon dont des associations comme Greenpeace ou Halte à l'obsolescence, Zero Waste France, vont porter plainte, qui contre Total, qui contre Nike ou contre Adidas. Donc on est aujourd'hui, faire du greenwashing, c'est s'exposer à ces triples risques, et c'est pas sans impact, ce qui veut dire que c'est plus une option de lutter contre le greenwashing. Et si on en fait un argument de storytelling au lieu de faire un véritable changement de récit, eh bien on va se trouver confronté à l'un de ces trois risques, voire aux trois. Luc Wiles, bienvenue. Vous êtes donc le fondateur de l'agence de publicité et de communication The Good Company, qui est une agence engagée et responsable. Très rapidement, avant de passer à l'exemple que vous avez préparé, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut passer dans la publicité de la surconsommation à la sobriété? Est-ce que c'est possible? Peut-être qu'on... Allô? Là, voilà. Ah bah, je pense qu'il faut. Moi, j'ai envie de décorréler la publicité de la surconsommation. Pour moi, la publicité, c'est juste une série de techniques. Parfois, intellectuellement, on confond les moyens à la finalité. La publicité a toujours existé, sous diverses formes, et souvent au service du pouvoir dominant. Je vous donne un exemple, quand vous allez à Florence ou à Rome, et vous visitez des églises, vous verrez beaucoup de belles affiches publicitaires pour l'église catholique. Parce que le pouvoir dominant, c'était l'église catholique, qui finançait les artistes de l'époque et on faisait des hommages et on faisait la promotion de l'église. Aujourd'hui, on fait la promotion du capitalisme. Et le capitalisme, pendant les 30 Glorieuses, et Valérie l'a dit, ça a été la surconsommation. Et d'ailleurs, à l'époque, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale et il aurait été il ne faut pas refaire l'histoire, le match après le match. Après la Deuxième Guerre mondiale où les gens crevaient de faim, avoir des frigos, des supermarchés et pouvoir prendre sa voiture pour aller dans ces supermarchés et accéder à une consommation de masse, ce n'était pas forcément une mauvaise chose. Or, aujourd'hui, on sait que malheureusement, ce système dominant il doit changer et que le capitalisme doit se réformer, à minima. Sinon, on va vers des gros problèmes à la fois planétaires et sociétaux. Et d'ailleurs, on est déjà dans ces problèmes-là. Donc moi, je me dis, je suis publicitaire. Et publicitaire, ça ne se définit pas par la finalité. Je ne me lève pas le matin en disant « Ouais, je vais faire de la surconsommation ». Je pense que d'ailleurs, aucune des jeunes personnes qui travaillent avec moi, ou d'ailleurs qui travaillent même dans des agences plus conventionnelles, se disent « Ah, cool, ce matin, je vais vendre plus de produits ». Ils se lèvent en se disant « Cool, ce matin, je vais essayer de raconter une histoire, trouver un slogan, faire du graphisme, faire de la peinture, même comme ces peintres de la Renaissance ou de la Renaissance italienne. » Donc c'est ça qui me motive. Et donc après, je me dis, est-ce que ces techniques-là, je ne peux pas les mettre au service, non pas d'une surconsommation, mais d'une meilleure consommation? Et donc, se pose la question de la sobriété. Déjà en 2019, nous, ce qu'on s'était dit, c'est notre mission, c'était de rendre le responsable désirable. Faire en sorte que les choses de consommation mieux consommées étaient plus désirables. En gros, faire en sorte que, si je le fais un peu schématiquement, les gens désirent davantage Patagonia que Shein. Voilà, c'est un exemple un peu basique, mais au moins on se fait comprendre comme ça. Et aujourd'hui, j'ai envie, moi, mon rêve, c'est d'essayer de rendre le sobre désirable. Après, nous, notre métier, c'est des mots et des images. Hein. On trouve des slogans, on écrit des accroches, voilà, et puis on trouve des images. Les mots ont un sens.
Je pense que quand on part avec un mot comme sobriété, il y a déjà un gros handicap. Alors, sobriété est un mot très à la mode, parce qu'en fait, il arrange tout le monde. Et personne ne peut être contre la sobriété, puisque tout le monde a sa propre définition de la sobriété. Vous prenez la définition de Pierre Rabhi, la sobriété heureuse, plutôt envie d'essayer. On se dit, quoi, sobriété heureuse, tiens, j'ai envie de lire ce livre, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans. Quand j'entends Emmanuel Macron dire, c'est de manière très austère, il va falloir passer à la sobriété, j'ai moins envie d'y aller. Voilà. Donc les mots ont un sens. Ce soir, au dîner de gala, au after party secret, je crois que c'est ça, hein, je ne me suis pas trompé dans le programme, tu rassures-moi, hein, c'est bien ça. Hein, ce soir, il y a la soirée after party sacred location. Si je vous dis tout, ça va être super sobre. C'est un peu gris, quoi. Donc, moi, mon boulot, c'est d'essayer de rendre la sobriété désirable et que les gens ont envie d'y aller. Et c'est comme ça qu'on va gagner la bataille. Il y aura bien sûr une partie réglementaire, il y aura bien sûr une partie juridique, il y aura bien sûr d'autres choses, mais moi, je pense que les êtres humains sont des êtres de désir. Il y a quelques génies à Vienne, fin du 19e, début du 20e siècle, Monsieur Freud, Monsieur Jung, il y en a 2-3 qui ont compris qu'on était mus par nos désirs. Mais ces désirs, elles peuvent évoluer avec le temps. Et nous, en publicité, on travaille sur le désir, on rend les choses désirables. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que demain, les gens, ils trouvent ça désirable de voyager en France, de redécouvrir la France, plutôt que de prendre un jet et aller à l'autre bout du monde. Voilà, c'est travailler le désir. Les publicitaires l'ont toujours fait, avec des techniques qu'on connaît. Voilà. Après, il y a la finalité. Et moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse vraiment, au bout du bout aujourd'hui, c'est d'essayer de définir des nouvelles visions du bonheur. Justement, alors, vous êtes venu avec des exemples de ce que vous faites chez The Good Company. Est-ce que peut-être qu'on peut passer, je ne sais pas si c'est une vidéo ou une... Oui. Est-ce que s'ils sont disponibles, sinon on peut parler d'autre chose. Ah d'accord, hein. si on l'a pas, on la passe pas. C'est ce qu'on a là en régie, on l'a pas. Bon, mais c'est pas grave. Très on bien. va parler d'autre chose. Bon, c'est alors, plus intéressant de parler d'autre chose que de mes travaux. Est-ce que peut-être, parce que voilà, rapidement, est-ce que vous pouvez nous parler d'un exemple de campagne publicitaire que vous avez menée, vous, qui se trouve au service de cette sobriété désirable. Quel exemple est-ce que vous pouvez nous donner? Je vais donner deux, une qui vient de chez nous et une qui a un exemple historique. Mais quand Patagonia dit « Don't buy this jacket », c'est une façon de provoquer les gens, de créer du désir, mais autour de la réparation. Et c'est une grande publicité, pour moi, qui est un peu fondatrice, même avant qu'on parle de sobriété, une manière de dire, avant d'acheter, il y a d'autres façons d'être cool. Et une façon d'essayer de réparer ses vêtements. Donc il y a Patagonia. Et après, moi, une toute première campagne en 2019, c'était pour la marque Food Cherry, qui est une marque de livraison à domicile, un peu comme Frischti. C'est un MeToo de Frischti, mais avec moins de moyens que Frischti. Et plutôt que de juste se bagarrer sur le prix, c'est livré chez vous en X temps, voilà, on a fait un petit shift et on s'est rendu compte que 50% de leur menu était végétarien, alors que Frischti, c'était que 10%. Donc on se dit, ça c'est un vrai point de science qui est dans l'air du temps. Et du coup, on a voulu rendre des plats végétariens cool. Donc on a fait ça avec une direction artistique, je disais tout à l'heure, les mots et les images, avec des mots qui avaient de l'humour, qui incitaient les gens à essayer ces plats végétariens, voire véganes, en rigolant un peu de ça, en jouant, faisant des blagues, voilà, en utilisant l'humour, pour faire en sorte que les gens se questionnent, ils disent, oui, pourquoi je n'essaierais pas un plat vegan? C'est en 2019, la mode végane n'était pas autant forte qu'aujourd'hui. Donc des mots et puis une direction artistique qui donnait envie aux gens de goûter, d'essayer, qui crée du désir. Crée du désir pour des plats. Et on crée du désir, si j'ai envie de draguer quelqu'un, je vais le créer du désir avec de l'humour, en m'habillant à peu près correctement, en faisant preuve d'esprit, en faisant preuve d'intelligence. La publicité, c'est pareil. Si on a envie que les gens essaye du vegan, il faut aussi y mettre un peu d'intelligence, un peu de charme, un peu d'humour et un peu de... Voilà. Donc voilà, si on leur dit il faut le faire parce que c'est bien pour la planète, moi je ne suis pas sûr que grand monde y va. Hein. Vous parliez de direction artistique pour rendre les plats végétariens, véganes plus attrayants.
Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, dans le cadre de cette campagne? Dans cette campagne-là, on a magnifié les produits, les ingrédients. C'est-à-dire qu'en général, sur ce marché, vous avez, beaucoup d'entre vous habitent à Paris, souvent quand c'est restauration à domicile, les marques, que ce soit des marques qui cuisinent eux-mêmes ou Uber Eats ou Deliveroo, c'est souvent le plat composé, la recette composée, et souvent une photo en top shot. Nous, on s'est dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est les ingrédients, c'est sublimer les ingrédients. Alain Passard fait ça plutôt bien, il sublime les ingrédients. Et donc, on a décomposé le plat et on a montré les différents éléments de manière un peu sublimée. Donc, plutôt que de montrer le plat composé, on l'a décomposé. C'est difficile quand on n'a pas le truc, mais voilà. Mais il y a toujours une volonté de rendre les choses désirables, essayer de comprendre ce qui fait fonctionner le cerveau et le cœur pour que les gens ne se disent pas « Ah putain, il faut que je le fasse parce que sinon la planète va crever ». Parce qu'à la rigueur, tu peux lire Le Monde, Libé, Le Nouvel Obs, Le Point, Social Alter, peu importe. Ça, tu vas le savoir. Je crois qu'on est, sauf les 2-3 personnes abruties, la plupart d'entre nous savent que ça ne va pas très bien. La question maintenant, pour moi, c'est pas tant le problème, mais la solution. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Je trouve ça intéressant aussi, quand on a commencé, on ne parlait pas de nouveaux récits. Aujourd'hui, tout le monde parle de nouveaux récits, alors on cherche des nouveaux récits, etc. Mais c'est devenu mot à la mode. C'est-à-dire que, je dirais, même les franges écologistes les plus radicales ont compris la nécessité de créer des récits alternatifs pour donner envie d'aller vers quelque chose. Si on dit juste aux gens, c'est pas bien ce que vous faites, ils n'y vont pas. Eh bien, ce sera le mot de la fin, donner envie. Merci à vous 4 sur cette table, pour cet échange passionnant. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci.